Allez, rentre vite parce qu'il meule. C'est qui? C'est mon cousin Gévaudan, il est à Lyon pour quelques jours. Salut, tu peux m'appeler Jev. Vous tournez quoi en fait ici? Bah, Jeff il s'est surtout politisé en regardant BFM TV et des trucs sur internet. Je sais pas trop quoi. Ah ouais, la droite, bien sûr, mais la droite de l'économie réelle, pas la droite du capital. Vu qu'Usul c'est un bobo, mais il est très sympa, hein. Tu comptais pas le faire intervenir dans l'émission? Non? Ah non, mais ça a l'air cool, hein. Je suis communiste à ce qui paraît. Rien d'héroïque, oui, mais le fait que ma grille de lecture soit plutôt marxiste invaliderait tout mon propos, notamment sur la gauche et la droite. En tant que communiste, je ne peux pas être objectif. Comme le disait, en rigolant évidemment, Pierre Desproges, non seulement les communistes mangent les enfants, mais en plus ils manquent d'objectivité. Siri, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler le plus grand magicien du monde? Ça, c'est un vieux reproche, certainement lié au centralisme démocratique en vigueur, aux grandes heures du Parti communiste français. À l'époque de la guerre froide, par exemple, les militants communistes avaient en effet tendance à être tous d'accord entre eux, et surtout avec la direction. D'ailleurs, quand ce n'était pas le cas, on leur proposait de faire leur autocritique, ou alors on les excluait du parti. Alors oui, à une certaine époque, si vous demandiez à des militants communistes leur avis sur le printemps de Prague, les dissidents soviétiques ou le camarade Staline, l'homme qu'ils aimaient le plus, ils risquaient d'être pas bien objectifs. C'est très intéressant. C'est quelqu'un qui n'a jamais lu Marx. C'est quelqu'un qui, comme un petit judéo-calviniste de Genève, aurait lu Marx ou aurait lu Jésus à travers Calvin. Il n'a jamais lu Marx. Quand on dit ça, on ne l'a jamais lu. Mais le système marchand a dit que Marx était la Russie soviétique, donc le système marchand a dit c'est ça. Usul c'est un bobo, mais il est très sympa, hein. Mais bon, on n'en est plus là. D'ailleurs, si les vieilles formes de l'engagement partisan sont aujourd'hui en perte de vitesse, c'est peut-être parce qu'au contraire, tout le monde met aujourd'hui un point d'honneur à avoir son petit avis perso, customisé. C'est très intéressant. Et les élections sont le moment où on met cet avis de côté pour voter utile. Donc voilà, comme pas mal d'autres camarades, je ne suis ni au NPA, ni au PCF, ni à la France Insoumise, et pourtant je suis communiste. Il n'a jamais lu Marx. Toi aussi t'es communiste, Cotentin? Ouais, ok. Attendez, vous êtes communiste? Vous savez que le communisme, ça marche pas. Vous défendez un système qui a fait 100 millions de morts. Merci pour cette intervention. Alors crevons l'abcès, hein. Les régimes qui au XXe siècle se sont revendiqués du communisme ont laissé un bilan globalement discutable. Merci pour cette intervention. Un bilan que la bourgeoisie n'hésite pas à noircir, à tronquer, et qu'elle n'a de cesse d'agiter devant ses contradicteurs comme un effrayant épouvantail. Il y a 100 ans, naissait le régime le plus criminel de l'histoire de l'humanité. Je veux parler du communisme. Le problème, c'est qu'il fallait que cette révolution se produisît un peu partout, jusque dans le moindre village. Et alors, dans un village de paysans pauvres, où trouver les contre-révolutionnaires? Il n'y a pas de contre-révolutionnaires. À côté de ça, s'est ajouté l'apparition de toutes les lois qui se sont répercutées après en Europe occidentale, notamment l'avortement. Le premier pays industriel qui adopte la loi sur l'avortement, c'est en 1920, c'est l'URSS. Et puis, au bilan du communisme, de l'idée communiste et de ses militants communistes, on pourrait peut-être ajouter, je sais pas, toutes leurs victoires, leurs conquêtes. Il n'a jamais lu Marx. Le régime général de la sécurité sociale, le soutien aux luttes anticoloniales, la résistance. Mais non, l'histoire étant écrite par les vainqueurs, dès qu'il est question du communisme, c'est pour faire son procès. Un procès qui, au regard des atrocités commises par le camp d'en face, peut sembler injuste. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au 63e championnat de la victimisation. Au fond de l'injuste, d'autant plus qu'on est depuis des dizaines d'années. Tout ça, ça a un demi-siècle. Un demi-siècle après. On reproche pas aux Américains Hiroshima. On a fini de reprocher aux Allemands Auschwitz. Fini. Ils ont payé au final. On a fini de reprocher la non-intervention, qui est un crime à Blum. On ne parle même plus, parce qu'ils ont élu un homme noir, et c'est très important, de la guerre du Vietnam et de la guerre de Corée, où on balance
microbes. C'est invraisemblable. Ce que l'impérialisme a fait dans le siècle. On ne parle plus des 200 ou 300 000 Algériens assassinés par l'armée française sous la direction de socialistes. Non, ça, c'est fini. Tu dis, oui, mais on savait, d'accord? Mais comment peut-on, pendant un demi-siècle, venir me dire à moi, tu es un salaud? Non, je suis pas un salaud, merde! Un chiffre très important qui pourrait permettre à cette équipe de créer la surprise. D'ailleurs, allons plus loin, histoire de dépassionner le débat. Le capitalisme n'est pas indissociable de la démocratie, comme je vais essayer de vous le démontrer. Le capitalisme n'est qu'un mode de production, et ce n'est pas forcément le plus démocratique. Le mode de production, c'est la manière en somme de gérer qui produit, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit. Dans le cas du capitalisme, les capitaux sont libres de circuler, les agents privés qui détiennent ces capitaux sont libres de les investir là où ça les branche. Il y a eu des États avant le capital, mais la forme la plus aliénatoire de l'État, c'est dans le capital. Mais il y a eu des États précapitalistes. L'État monarchique n'est pas un État capitaliste. Il le devient petit à petit par l'emprunt et la fiscalité, parce que c'est les rois de France qui vont faire naître la bourgeoisie. Mais l'État, il n'y a pas l'État. Il y a eu des États successivement dans l'histoire, dans des formes diverses et variées, complémentaires et contradictoires. Aujourd'hui, il n'y a plus d'État que capitaliste. Et le plus important, c'est sans doute la liberté. En tout cas, leur liberté, parce que rien n'est censé les contraindre à faire tel ou tel investissement. Ils sont libres. Au mieux, on peut, comme Macron, essayer de faire en sorte qu'ils investissent ici plutôt que là, en les y incitant fiscalement, comme avec la fameuse baisse de l'ISF sur les valeurs mobilières. On peut leur faire un gros CICE, comme Hollande, pour les inviter à créer des emplois. Mais s'ils veulent pas, on peut rien faire. Si on se fâche, ils vont partir, et là, on sera bien feinté. Qui c'est qui va gérer la production? Qui c'est qui va attribuer l'investissement? Quoi qu'on va faire tout seul, sans ces parasites indispensables? Chez nous en France, le principal problème que nous pose le mode de production capitaliste, c'est le chômage de masse. Mais... Siri, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler le plus grand magicien du monde? On va sortir quelques chiffres. Chaque année dans le monde, le capitalisme, qui est le mode de production dominant sur la planète, organise si bien la distribution d'eau que 8 millions de personnes en manquent et en meurent. Presque 8 millions de personnes meurent, elles, parce que le capitalisme les laisse crever de faim, alors qu'avec ce qu'il produit, il pourrait nourrir 2 fois la population mondiale. Ajoutez à ça les 3 500 000 personnes qui décèdent de maladies que l'on sait soigner, ça nous fait 20 millions de morts par an. En 5 ans, on a 100 millions de morts, comme dans le livre noir du communisme. Un chiffre très important. Et c'est un problème politique. Concéder aux capitalistes le droit de diriger la production et l'investissement, c'est leur concéder un pouvoir face auquel on voit bien que les dirigeants politiques eux-mêmes peinent à lutter. Et si on reprend ce qu'on disait sur le clivage gauche-droite, être de gauche, c'est considérer qu'il n'y a aucun sujet qui devrait échapper aux politiques. Aucun pouvoir, aucune loi, même la loi du marché, ne devrait être au-dessus du pouvoir que nous nous sommes accordés de discuter et trancher ces questions collectivement. Il n'a jamais lu Marx. Ça devrait être ça la démocratie. Qui produit? Que produit-on? Dans quelles conditions et dans quel but? Ce sont des questions passionnantes, cruciales même à l'heure où la planète elle-même semble nous dire d'arrêter de faire n'importe quoi. Mais, luttant sans relâche pour ses privilèges, la bourgeoisie et ses alliés nous ont dépossédés de ces questions, et ils entendent les traiter seuls, parce qu'ils sont seuls propriétaires des moyens de production, et qu'en tant que propriétaires, ils utilisent leurs jouets et leurs capitaux comme bon leur semble. Quant à celles et ceux qui n'ont pas de capitaux, ils et elles sont juste bons à travailler au service de ce qu'il faut bien appeler la classe dominante. Être communiste, c'est pas être plus gentil que les autres, penser aux pauvres, vouloir tout partager, non. Être communiste, c'est vouloir faire entrer la production dans le champ de la démocratie. Démocratie. C'est vouloir qu'on retrouve collectivement et individuellement la maîtrise du travail et de la valeur. Je suis pas plus sympa que les autres, pas plus méchant non plus, c'est juste que j'ai cette grille de lecture-là, je crois en la lutte des classes parce que je pense que la classe capitaliste ne lâchera pas comme ça un tel pouvoir politique. Ah, vous y avez jamais pensé à ça, hein? Bon, alors voilà, maintenant, vous nous situez. Alors oui, la manière dont je vous ai décrit le capitalisme et le communisme, c'est pas très objectif. Enfin, vous critiquez le capitalisme, mais vous mettez vos vidéos sur YouTube.